pour toi. Aujourd'hui, on lit pour toi Les As de l'info et Québec Science. Pourquoi ta crème glacée coûtera plus cher cet été? Un texte d'Alice Goujon, paru le 12 mai 2026 dans les As de l'info. Alerte aux amateurs de crème glacée. Cette année, le prix du lait a augmenté à l'épicerie. Malheureusement, cela risque de se refléter sur les prix des crèmeries cet été. Ne laisse pas cette info te geler le cerveau, je t'explique tous les détails. Parmi ces desserts glacés, lequel préfères-tu? Crème glacée à ta sorte favorite? Un sorbet? Une sucette glacée? Popsicle? Un lait frappé? Une barbotine? Slush? Ou un sandwich à la crème glacée? Ah ah! Si tu as choisi un dessert fait avec du lait, crème glacée, lait frappé ou sandwich à la crème glacée, cette nouvelle te concerne. Le lait plus cher. Tous les ans, en février, une organisation qui s'appelle la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec détermine le prix du lait en épicerie. Et cette année, le litre de lait a augmenté de 9 sous en passant de 2,17 $ à 2,26 $. La raison? Tout coûte de plus en plus cher. Et ça a un impact sur les propriétaires de fermes laitières, là où les vaches produisent le lait. Dernièrement, ces fermiers ont dû dépenser plus d'argent pour nourrir leurs vaches et payer leurs employés. Conséquence? Ils doivent vendre leur lait plus cher pour ne pas perdre d'argent. Tu le sais sûrement, le lait, c'est l'ingrédient principal de la crème glacée. Et les compagnies qui en fabriquent ont besoin de beaucoup de lait pour servir tous les gourmands. Alors cet été, on peut s'attendre à ce que ce dessert coûte plus cher lui aussi. Des garnitures avec ça. Et ce n'est pas tout. Les garnitures qu'on ajoute sur nos cornets coûteront aussi plus cher. Les noix, les fruits et les morceaux de pâte à biscuits, tout ce que tu veux. Mais le pire, c'est le chocolat. Le cacao qui sert à fabriquer du chocolat coûte 20% à 30% plus cher au Québec depuis le début de 2026. Son prix monte à cause d'une pénurie en Afrique de l'Ouest, là où beaucoup de cacao est cultivé. C'est la faute des changements climatiques et des maladies qui détruisent les cacaoyers, les arbres à cacao. Et moins il y a d'arbres pour fabriquer du chocolat, plus le prix augmente. Alors, quand le prix du lait, des noix, des fruits et du chocolat augmente, ça s'accumule rapidement sur une facture à la crèmerie. Comment va-t-on survivre à l'été? Comme tu l'as vu dans le sondage, il existe d'autres desserts glacés qui pourront remplacer ton cornet quand il fera chaud. Autre solution, tu peux aussi fabriquer toi-même ta propre crème glacée en moins de 15 minutes. Je te dis comment faire. Ce qu'il te faut. Du lait, de la crème, des glaçons, du gros sel, du sel régulier ne fonctionnera pas aussi bien, du sucre, de l'extrait de vanille, un petit sac de congélation, un grand sac de congélation, les garnitures de ton choix. Comment faire? D'abord, mets de la glace dans un grand sac de plastique refermable, au moins 30 glaçons. Ensuite, ajoute 8 cuillères à soupe de gros sel. Mets le sac de côté. Attention, si tu mets du sel de table régulier, il faudra une éternité avant que ta crème glacée se forme. Le sel permet d'accélérer le processus de refroidissement qui fait solidifier le mélange de crème et de lait. Sans lui, ce serait beaucoup plus long et ça prendrait plus de glaçons. Dans un sac de plastique plus petit, verse une demi-tasse de lait et une demi-tasse de crème. Ajoute 2 cuillères à soupe de sucre dans le petit sac.
Toujours dans le petit sac, ajoute une demi-cuillère à thé d'extrait de vanille. Si tu veux, tu peux aussi mettre du sirop d'érable. Moi, j'ai mis de l'eau de fleur d'oranger. Ferme bien le petit sac en enlevant le plus d'air possible, puis mets le petit sac scellé dans le plus grand sac qui contient la glace. Ferme ensuite le grand sac de plastique. Maintenant, c'est le temps de bien secouer le tout. Secoue vigoureusement le sac pendant environ 10 minutes. C'est la danse de la crème glacée. Quand ta crème glacée est solidifiée, tu peux t'en servir un bol. Mets tout ce que tu veux dedans. J'ai ajouté du sirop d'érable et des noix de Grenoble. Bon appétit! Et toi, si tu pouvais construire ton cornet de crème glacée parfait, à quoi ressemblerait-il? Un pingouin, du volant, un beau jour, si j'en ai assez, donnez-moi un passeport, et je m'en vais sous les cocotiers. Un trou noir mangeur de soleil. Un texte paru le 28 juin 2024 dans Québec Science. Au fin fond du cosmos, des quasars brillent comme des phares dans la nuit. Que sont ces objets cosmiques? Parmi eux, le quasar JO529-4351 est l'objet le plus lumineux de l'univers connu. As-tu déjà entendu parler des trous noirs? Un trou noir, contrairement à ce qu'indique son nom, n'est pas un trou. C'est un objet comme une étoile morte et excessivement dense dont la gravité est si forte que rien ne peut s'en échapper, même pas la lumière. Comme un aspirateur géant qui attire tout ce qui passe trop près de lui. Il existe même des trous noirs supermassifs capables d'engloutir des étoiles. Attirées par le trou noir, les étoiles se rapprochent les unes des autres en libérant de grandes quantités de gaz et forment un disque autour du trou noir supermassif. C'est ce qu'on appelle un quasar. Toute la matière de ce disque se rapproche du trou noir en faisant des spirales autour de lui avant d'être engloutie, comme l'eau d'un lavabo qui s'écoule dans le drain. Ce disque tourne à une vitesse vertigineuse, ce qui chauffe la matière à des températures extrêmement élevées, engendrant une luminosité exceptionnelle. Pour cela, le quasar est l'un des objets les plus brillants de l'univers observable. Découvert, grâce aux avancées technologiques des télescopes, un quasar nommé JO529-4351 intrigue particulièrement les spécialistes en astrophysique par son éclat et sa distance. Ce quasar est si loin que sa lumière met plus de 12 milliards d'années à parvenir jusqu'à la Terre. À lui seul, le disque qui l'entoure s'étend sur 4 années-lumière de diamètre. Et il brille comme 500 milliards de soleils. Au cœur de ce quasar se trouve un trou noir supermassif vraiment vorace. Il engloutit chaque jour l'équivalent d'un soleil, voire plus. L'étude des quasars permet de mieux comprendre les origines et l'évolution de notre univers. Surtout, ils sont un puissant rappel de l'immensité de cet univers. Des mains qui tricotent et des cœurs qui sourient. Un texte de Clémence Tessier, Réseau, Presse, paru le 9 mai 2026 dans les As de l'Info. Cette année, entre 2 cours de mathématiques et d'anglais, des élèves de 5e année de l'école Blanche-Bourgeois au Nouveau-Brunswick ont échangé leurs crayons pour des aiguilles à tricoter. Leur projet? Fabriquer des manchons sensoriels, des objets bien spéciaux qui aident à apaiser les personnes âgées atteintes de démence. Ça t'intrigue? Laisse-moi t'expliquer cette histoire, une maille à la fois. Un manchon sensoriel, c'est un tube de laine qu'on enfile sur les mains.
À l'intérieur se trouvent différentes textures, des boutons ou de petits objets à toucher. Ce sont des éléments qui stimulent les sens et gardent les mains occupées. Pour certaines personnes atteintes d'Alzheimer ou de démence, cela peut aider à diminuer le stress et à se sentir plus calme. C'est une forme de relaxation. Tricoter et rencontrer. À l'école Blanche-Bourgeois, 9 élèves ont participé à un projet pour fabriquer ces objets pendant environ 5 mois. Le but? Remettre les manchons à des personnes âgées vivant avec la démence et en profiter pour passer un moment avec elles. Nous trouvons important d'encourager ce genre de projet. Ils permettent aux enfants de développer leur sentiment d'appartenance à leur communauté, de stimuler les aînés et de développer des liens et de l'empathie, a expliqué Edith Myers au journal Acadie Nouvelle. Edith Myers travaille pour Bien vieillir chez soi Beau Soleil, le programme de soutien aux aînés qui a accompagné les élèves. Pour Ève et Isabelle, 10 ans, le projet a été à la fois un défi et une belle expérience. J'avais déjà tricoté avec ma grand-mère il y a longtemps, mais j'ai dû réapprendre parce que je ne me souvenais plus comment faire, se rappelle Ève. Moi, je n'avais jamais fait de tricot, mais j'ai adoré apprendre avec mes amis, ajoute Isabelle. Dès le début, les 2 filles avaient très envie de participer. Je voulais vraiment m'impliquer dans ce projet parce que j'aime aider les autres, explique Ève. Le travail n'a pas toujours été facile. La partie la plus difficile, c'était coudre les différentes décorations à l'intérieur des manchons. Il fallait être certain qu'elles tiennent, explique Ève. Mais le moment le plus marquant est arrivé à la fin du projet. Lorsque les élèves sont allés remettre les manchons aux aînés, ils ont pu voir directement l'impact de leur travail. J'ai aimé voir leur sourire quand on est allé les donner. Ils étaient vraiment contents, raconte Isabelle. C'est touchant, ajoute Ève. Les 2 filles disent aussi avoir compris quelque chose de précieux en rencontrant les aînés. Nous trouvons important de passer du temps avec les personnes âgées parce qu'elles ne sont pas souvent visitées. Ça leur fait de la compagnie, se souvient Ève. Et toi, as-tu déjà fait du tricot, du crochet, du macramé ou de la couture? Aimes-tu ça ou trouves-tu ça difficile? Merci papa pour la balade, pour le pique-nique. Merci maman, merci papa. Pourquoi ça brûle, le piment? Un texte paru le 26 juillet 2025 dans Québec Science. La brûlure du piment est due à une molécule bien précise, la capsaïcine. Mais comment déclenche-t-elle cet effet de chaleur intense? As-tu déjà goûté un plat bien pimenté? Tu as alors ressenti toutes sortes de choses. La bouche qui brûle, les larmes qui montent aux yeux, le nez qui coule, mais qu'est-ce qui se passe concrètement dans l'organisme? Est-ce que c'est peut-être dangereux de manger trop pimenté? La sensation du piment n'est pas une saveur comme le sucré ou le salé. C'est en réalité une sensation douloureuse, c'est-à-dire la sensation de brûlure causée par le piment est due à un composé chimique appelé capsaïcine. Ce composé active les récepteurs TRPV1 dans la bouche qui sont normalement responsables de détecter la chaleur. Lorsqu'ils sont stimulés par la capsaïcine, ces récepteurs envoient erronément des signaux de douleur au cerveau, simulant une sensation de brûlure intense, alors que la température réelle de l'aliment ne le justifie pas. Cette illusion thermique est ce qui donne au piment son caractère brûlant distinct. Tous les piments ne sont pas égaux en termes de piquant.
La chaleur des piments est mesurée en unités de Scoville, une échelle développée en 1912 par le pharmacien américain Wilbur Scoville. Par exemple, les poivrons ont un score de 0. Ils ne contiennent pas de capsaïcine, tandis que le piment le plus fort du monde, le Pepper X, atteint 2,7 millions sur l'échelle de Scoville. Pour t'aider à comparer, le jalapeno se situe entre 2500 et 8000, alors que le habanero est entre 150 000 et 325 000. Ces variations dépendent de la concentration de capsaïcine dans chaque type de piment. Mais est-ce dangereux de manger trop de piment? Consommer des piments très forts peut entraîner des effets indésirables, surtout pour les personnes sensibles. Un excès de capsaïcine peut provoquer des douleurs, des crampes d'estomac et, dans de rares cas, des réactions sévères comme des vomissements ou des sensations de malaise. Les réactions allergiques sont en revanche très rares. Si la sensation de chaleur est trop importante, ne bois pas d'eau. Ce sera inefficace. Bois sucré. Ça déconcentre le cerveau et la sensation de brûlure est réduite. Ou alors, du lait, du yogourt ou de la crème sûre, car les protéines du lait entourent les molécules de capsaïcine et les éliminent. Donc, n'oublie pas ton verre de lait la prochaine fois que tu manges pimenté. Et toi, as-tu déjà ressenti la brûlure d'un piment? Trois chansons de Disney adaptées pour les personnes sourdes. Un texte de Alice Goujon, paru le 8 mai 2026 dans les As de l'Info. La semaine dernière, des chansons de Disney ont fait fureur sur les réseaux sociaux. C'est parce que, pour souligner le mois de l'histoire des personnes sourdes, qui était en avril, la compagnie Disney a adapté 3 de ses chansons les plus populaires en langue des signes. Je t'explique l'histoire derrière ces vidéos qui font parler. Parler avec ses mains. Beaucoup de personnes sourdes et malentendantes utilisent la langue des signes pour communiquer. Au lieu de prononcer des mots, les gens s'expriment avec des gestes de la main et des expressions faciales. Les mouvements peuvent signifier des objets ou des actions, mais il existe aussi un alphabet pour épeler les mots. On dit que quelqu'un signe quand il utilise cette langue. Disney se lance. Le 27 avril, Disney a dévoilé des vidéos bien spéciales. 3 chansons interprétées en langue des signes américaine. Il s'agit de We Don't Talk About Bruno, Ne parlons pas de Bruno en français, d'Encanto, Beyond, Aller plus loin, de Moana 2, et The Next Right Thing, Tout réparer, de La Reine des Neiges 2. C'est l'idée de Hiram Osmond, qui a animé Olaf dans le film La Reine des Neiges et dont le père est sourd. Il a expliqué dans un communiqué qu'il aurait aimé apprendre la langue des signes quand il était enfant pour avoir des liens plus forts avec son père. En adaptant ses chansons, il voulait rejoindre la communauté sourde. Pourquoi ces chansons-là? Les 3 chansons ont été choisies pour montrer différentes façons de signer. Par exemple, dans We Don't Talk About Bruno, le mot « non » est signé de 5 manières différentes, comme en formant une croix avec ses bras ou en fermant l'index et le majeur sur son pouce. Comme tu le sais sûrement, cette chanson répète souvent le nom Bruno. Et comment ça se signe, Bruno? En fait, en langue des signes, un seul geste peut désigner le prénom d'une personne. Dans la chanson, les personnages passent leurs mains sur les côtés de leur tête, comme pour mettre un capuchon. Parce que Bruno en porte toujours un. Leilani Silva-Ewan, une actrice hawaïenne sourde, a servi de guide pour Moana, afin de bien représenter sa culture.
La scène de La Reine des Neiges 2 a été choisie parce qu'elle aborde les thèmes du deuil et de la résilience qui sont souvent présents dans la vie des personnes sourdes. Quand on peut voir une chanson. Pour ce projet, Disney a collaboré avec une compagnie de théâtre qui présente des pièces en langue des signes. L'équipe devait trouver les signes parfaits pour traduire l'émotion et les performer comme une sorte de chorégraphie. Les mouvements ont été filmés pour que les animateurs s'en servent comme guides. Plus de 20 animateurs ont travaillé sur les chansons. C'est parce que 95% des scènes des films ont dû être recréées de A à Z pour y ajouter les nouveaux mouvements. Les réactions. En ligne, beaucoup d'internautes célèbrent l'initiative et espèrent que ça ouvrira les portes à plus de projets du même genre. Voici quelques commentaires publiés sur YouTube. J'ai eu les larmes aux yeux en regardant ça. Ma famille et moi avons tous des handicaps. Alors, voir un handicap représenté dans les médias est extrêmement important. Merci, Disney, de reconnaître la diversité et de la mettre en lumière. Cela devrait être la norme et non l'exception. En tant que personne sourde d'une oreille, je soutiens complètement ce projet. Je crois que c'est très important et réconfortant qu'il fasse ça. Oui, c'est vraiment génial. Mais honnêtement, je préférerais une histoire originale avec une princesse sourde. Je pense que ce serait vraiment super. Mais tout n'est pas parfait, puisque des internautes se sont plaints que les signes sont difficiles à comprendre quand les personnages sont loin de la caméra, ou quand ils lui tournent carrément le dos. Malgré tout, les chansons sont très bien reçues parmi la communauté sourde, qui se sont souvent oubliées par le monde du cinéma. C'est vu comme un pas dans la bonne direction. D.G. Kurz, directeur de la troupe de théâtre pour sourds qui a collaboré au projet, croit que ces 3 chansons feront une réelle différence pour les enfants sourds. Ça leur donnera un sentiment de fierté en voyant leurs personnages préférés utiliser leur langue et leur donnera la confiance dont ils ont besoin pour raconter leurs propres histoires. Et toi, quelles sont tes chansons préférées de Disney? What's going on? Ces animaux qui s'appellent par leur prénom. Un texte paru le 8 juillet 2024 dans Québec Science. Les animaux peuvent communiquer de manière complexe entre eux. Certains utilisent même des signatures vocales pour s'appeler et s'identifier, comme s'ils avaient des prénoms. Connais-tu le point commun entre les dauphins, les belugas, les perroquets et les éléphants? Tous ces animaux sont connus pour leurs compétences vocales et la complexité de leur manière de communiquer entre eux. Mais savais-tu aussi que ces animaux utilisent des sons pour s'identifier individuellement, comme toi, avec ton prénom? Les belugas sont connus pour être des animaux marins bavards. Gazouillis et sifflements fusent dans l'eau. On les surnomme d'ailleurs les canaris des mers. Lorsque 2 groupes de belugas se rencontrent, ils produisent ce qu'on appelle des cris de contact. C'est leur manière à eux de dire « Bonjour, je suis là ». Ces appels ressemblent davantage à des bruits de tronçonneuse ou de porte rouillée. Les scientifiques ont remarqué que chaque beluga semblait avoir son propre cri de contact. En les étudiant, ils ont révélé une corrélation entre le nombre de belugas et le nombre de types d'appels enregistrés. Cela suggère que chaque individu produit un appel unique. Ces signatures vocales permettent ainsi aux belugas de s'identifier individuellement. Cette découverte rappelle celle faite chez les dauphins, qui utilisent également des signatures vocales pour s'identifier. Chaque dauphin
a un sifflement unique, acquis dans les premiers mois de sa vie, qu'il utilise pour se présenter et interagir avec les autres dauphins de son groupe. Les perroquets sont d'habiles imitateurs, mais eux aussi utilisent des signatures vocales pour se reconnaître. Ils imitent même les signatures vocales des autres pour les appeler. Cela permettrait de renforcer la cohésion du groupe. De même, les éléphants montrent une communication vocale complexe. Ils utilisent une variété de sons, allant des grondements sourds aux barrissements puissants, pour se reconnaître et transmettre des informations importantes sur leur environnement et leurs intentions. Des études ont révélé que les éléphants peuvent distinguer les appels de différents individus et même reconnaître les membres de leur famille après de longues périodes de séparation. Ainsi, les signatures vocales chez les belugas, les dauphins, les éléphants et les perroquets montrent la richesse et la complexité de la communication animale. Ces découvertes ouvrent de nouvelles perspectives pour comprendre comment ces animaux interagissent et maintiennent leurs liens sociaux. Peut-être pourrons-nous un jour communiquer avec eux. Les animaux sont-ils réellement si différents de nous? In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the quiet jungle. C'était Gilbert. À une prochaine lecture. C'est tout pour aujourd'hui. Merci à Gilbert, Christiane, Louise, Mathieu et Carlo. On se retrouve la semaine prochaine.